On passe au fait du jour à présent et la crise qui couve au sein de l'opposition congolaise. Alors qu'on est à un mois et demi de l'élection présidentielle en RDC, deux dirigeants de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, se sont retirés d'un accord conclu dimanche. Ils visaient à soutenir un candidat commun, l'homme d'affaires et député Martin Fayulu. Une transition pacifique est-elle toujours possible dans le plus grand pays d'Afrique subsaharienne? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Leslie Varenne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'IVERIS, c'est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord un mot sur ce candidat qui a été désigné, il faut le dire, un peu à la surprise générale, Martin Fayulu. Est-ce qu'on l'avait vu venir? Non, on ne l'avait pas vu venir. Ce n'était pas le candidat qui était... on parlait plutôt de Félix Tshisekedi. Ce n'était pas le candidat qui était favori. Mais, Félix Tshisekedi, fils aussi de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Non, on ne l'avait pas vu venir, mais moi je crois dans cette affaire, l'analyse que je fais de cette affaire, quand vous lisez la déclaration finale qu'ils ont signée après leur week-end à Genève, il est dit dans cette déclaration, on veut que les élections soient libres, crédibles, transparentes, et pour cela il ne faut pas de la machine à voter, dont les Congolais ne veulent pas, et on veut un nettoyage du fichier électoral. À 6 semaines des élections, c'est pas possible. Donc vous dites que l'accord lui-même n'est pas applicable? Mais non, il n'est pas applicable. Alors il y a un autre... À dessein. Il a été rédigé de telle manière qu'il ne pouvait pas être applicable et donc que ce candidat choisi ne pouvait pas être soutenu. Moi, je pense, l'analyse que je fais à la lecture de ce document, c'est que Martin Fayulu a non pas été choisi comme candidat, mais celui qui allait mener la lutte, puisque après avoir dit qu'il ne voulait pas de la machine à voter, et qu'il voulait un nettoyage de fichier électoral, ils disent, si nous n'avons pas ces conditions-là, nous en appelons à l'article 64, l'article 64 qui appelle le peuple congolais à faire respecter la Constitution. Donc, évidemment que Martin Fayulu était le candidat du combat, c'était pas le candidat pour des élections. Et donc, si c'est le candidat du combat, c'est effectivement le meilleur candidat. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi l'a dit lors d'un entretien sur un site d'actualité, nous avons été grugés. Il reproche dans un tweet à Martin Fayulu d'avoir pris un engagement avec lui les yeux dans les yeux, qu'il le met au défi de révéler à l'opinion publique. De quoi s'agit-il ? Je ne sais pas. Mais en fait, ce dont il s'agit, à mon avis, et ce qui s'est passé à Genève, c'est deux camps que peut-être Félix Tshisekedi, qui n'est pas un très fin politicien comme son père n'a pas vu venir, c'était entre les camps Kamerhe et Tshisekedi qui voulaient aller aux élections et les camps qui ont entériné que cette élection ne pouvait pas avoir lieu, au moins dans ces temps-là. Parce que eux aussi ne pouvaient pas y aller. C'est aussi la différence entre Tshisekedi et Kamerhe, dont les partisans d'ailleurs leur demandent aujourd'hui de maintenir leurs élections, et puis deux autres ténors de la politique congolaise, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui eux ont été empêchés. Ils n'ont pas pu se présenter à cette élection présidentielle. Est-ce peut-être ce qui, d'après vous, explique aujourd'hui ce conflit ? Je pense que quand même, si l'opposition s'était réunie face à Emmanuel Shadari, le dauphin de Kabila, ils avaient un boulevard. Donc, tous ces petits chicayas de politique politicienne, c'est assez, dans ce pays comme la RDC, qui souffre avec les événements qu'il y a à Béni et qui sont extrêmement graves, c'est assez affligeant de voir ce spectacle-là. Cela dit, cette élection ne peut pas avoir lieu dans de bonnes conditions et la façon dont cette élection est préparée, aucun candidat qui sortira de là ne sera légitime. Il reste 21 candidats en lice aujourd'hui dans cette course. Cette élection, elle aura lieu, vous pensez? Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine. On va donc vers un nouveau report d'une élection qui aurait dû se tenir avant la fin 2016, puisque c'est à fin décembre, 31 décembre 2016, qu'expirait le mandat de Joseph Kabila. Oui, alors si l'élection n'a pas lieu, on en sera au 3e glissement, ce qui est quand même une pente très raide. Il faut rappeler que depuis le 31 décembre 2016, il n'y a plus aucune institution qui soit dans la légalité. Ni le Sénat n'est pas légal, l'Assemblée nationale n'est pas légale, toutes les décisions qui sont prises sont illégales. Donc là, on est dans une impasse totale. Il y a, à mon avis, la seule solution pour sortir de cette impasse, et tous les politiques face au drame, encore une fois, que vit la RDC, la seule solution
pour sortir de cette impasse, c'est que la communauté internationale impose une transition, comme ça s'est passé en République centrafricaine, et avec aucun de ces gens-là qui ont montré qu'ils ne pouvaient pas, ni les Kabila, ni l'opposition. Il y a des possibilités pour le faire aujourd'hui? Ça vous semble possible? L'Église a joué un rôle dans les négociations. Est-ce qu'elle détient aujourd'hui l'une des clés de ce problème inextricable, si on vous écoute? Oui, là c'est une impasse totale. L'Église peut avoir une influence. Elle ne détient pas les clés parce qu'elle n'est pas plus légitime pour faire une transition. Il y a des Congolais qui appellent à une transition avec le prix Nobel de Denis Mukwege pour faire une transition pacifique. À mon sens, quand j'ai vu l'appel qu'ils ont fait, à mon sens, c'est la meilleure solution. Je n'en vois pas d'autre. Parce que le spectacle qu'ont donné, quand même, les opposants, on signe un accord, moins de 24 heures après, cet accord est rompu avec ce que vivent les Congolais, on a l'impression que le chaos congolais enrage tout le monde, sauf les Congolais eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, le scénario, vous dites, vous n'êtes pas sûr que cette élection a lieu. En tout cas, si elle a lieu, elle devrait voir donc la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadary, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Intérieur qui dirige aujourd'hui le parti présidentiel, le dauphin désigné de Joseph Kabila. C'est le scénario le plus probable si l'élection se déroule. C'est le scénario le plus probable. En plus, avec la machine à voter, on va avoir des élections qui ne seront ni transparentes, ni crédibles. Les listes électorales aujourd'hui permettent de tenir un scrutin sincère? Non. Non, ni la machine à voter, ni les listes électorales. Donc, si les candidats de l'opposition vont en plus... Parce que ça serait passé même si les candidats de l'opposition avaient été unis. Les élections n'auraient pas été mieux préparées. Mais au moins, ils auraient pu dire ce n'est pas crédible. Oui. Mais s'ils vont tous... ils y vont désunis et qu'il y a un effritement, Shadary peut dire j'ai fait 18%, les autres ont fait 15, 16 et c'est une élection à un tour. Hein. Vous évoquiez la situation à Béni. Aujourd'hui, dans quel état se trouve le Nord Kivu, cette région qui a été quasiment perpétuellement en guerre et théâtre de génocide? Non, si vous regardez, je regarde à peu près tous les jours les informations sur le Kivu, c'est épouvantable. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui peut continuer à regarder ce spectacle-là sans être absolument atterré. Et je trouve aussi atterrant que les opposants n'en fassent pas un cheval de bataille. Ce qui s'est passé dans les Kasaï et ce qui est encore en train de se passer dans le Nord Kivu est vraiment... Et j'aurais souhaité d'ailleurs que ce dossier, qui est un dossier vraiment important, soit abordé au Forum pour la paix. Que se passe-t-il justement aujourd'hui, alors que par ailleurs une épidémie et sans doute liée Ebola ravage la région? Il se passe que les massacres continuent et que les présumés ADF, ces milices dont on ne sait pas trop bien qui elles sont, mais enfin bon, c'est tout un sujet là-dessus, continuent à massacrer les populations civiles à l'arme blanche et l'armée congolaise ne fait rien, ne protège pas les habitants. La MONUSCO qui est la plus grande force des Nations Unies, hein, aujourd'hui, des plus grandes missions de maintien de la paix. 1,4 milliard, 20 000 hommes, et les massacres, et on continue de massacrer à Béni comme s'il n'y avait rien, à tel point d'ailleurs que les étudiants de Béni ont interdit la semaine dernière à la MONUSCO de circuler dans Béni en disant on ne veut plus que l'ONU fasse du tourisme chez nous. Une zone de non-droit qui, d'après vous, est aussi attisée par les pays voisins? Oui. Vous pensez à quoi? Au Rwanda? Je pense au Rwanda, oui, bien sûr. Je pense que l'Ouganda s'est un peu calmé. Je pense au Rwanda. Je pense que tous les États de la région ont aussi leur agenda et qu'ils jouent d'ailleurs sur cette élection présidentielle. C'est ce qui explique, d'après vous, le silence de la communauté internationale? C'est ce qui explique le silence de la communauté internationale. Et oui, vraiment, c'est ce qui l'explique. Le Rwanda fait peur aujourd'hui? Le Rwanda, c'est quand même un tout petit pays très pauvre, mais je pense que les États-Unis sont très impliqués avec le Rwanda. Qui est parvenu à faire élire la présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui détient quand même aujourd'hui une certaine influence, ou qui exerce une certaine influence dans le monde francophone en tout cas. Il détient une certaine influence parce qu'il est président de l'UA jusqu'à présent, mais s'il n'était pas soutenu par des États, des grandes puissances, Paul Kagame ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait, il serait personne. Enfin, c'est quand même un petit pays pauvre, il n'a pas la puissance que peut avoir d'autres États. Et ce qui est très curieux aussi, c'est le rôle de l'Afrique du Sud, qui est quand même un voisin très important et qui ne dit rien sur ces choses-là. Et je remarque aussi que la SADC, qui est quand même l'organisation régionale, une organisation régionale très puissante, a adoubé la machine à voter. Est-ce à dire que la SADC aujourd'hui soutient Kabila?
On se demande. La fondation Kofi Annan s'est impliquée dans cet accord de l'opposition et elle a publié la lettre d'engagement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. C'est-à-dire que là aussi, l'Afrique du Sud tente aussi d'organiser l'opposition ou au contraire de faire comme s'il y avait une opposition unie. Mais je crois que justement le rôle de l'Afrique du Sud, le rôle de l'Angola qui aussi expulse les réfugiés 6 semaines avant les élections présidentielles, c'est quand même très curieux. C'est pour remettre un peu d'huile sur le feu. J'ai l'impression que tous les pays de la région se satisfassent que le Congo ne s'en sorte pas et se satisfassent de pouvoir piller le Congo. Alors c'est bon pour les pays de la région, c'est bon aussi pour les grandes puissances. Merci beaucoup Leslie Varenne. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et que vous dirigez l'IVERIS, c'est l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques.